Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2025, épisode 522, en direct de Valençay dans les terres berrichonnes. Au programme aujourd'hui, les autorités françaises arrêtent un individu de 22 ans, alors ça s'est fait mercredi réellement, pour la compromission du système d'information du ministère de l'Intérieur, exposant casier judiciaire et fichiers de personnes recherchées avec plusieurs jours de persistance sur le réseau. WatchGuard publie l'advisory WGSA 2025-27 concernant la CVE 2025-14733, une vulnérabilité critique, CVSS 9.3. Elle est exploitée, elle vient d'apparaître dans le catalogue que j'ai préparé l'épisode, dans le catalogue Kev de la CISA. Cider et Checkpoint documentent deux campagnes de loaders distinctes. Countloader 3.2, distribué via des sites de logiciels craqués utilisant des persistances mimant Google et une propagation USB, tandis que GatchiLoader exploite YouTube Ghost Network avec 100 vidéos compromises totalisant 220 000 vues pour déployer Radamantis Stealer. La CNIL sanctionne Mobius Solutions d'1 million d'euros pour conservation illégale et utilisation non autorisée de 46 millions d'enregistrements de la part de Deezer, après une rupture contractuelle. Et enfin, Riot Games révèle 4 CVE affectant l'implémentation UEFI de cartes mères Asus, Gigabit, MSI et AceRock, permettant des attaques DMA pré-boot contournant l'IOMMU avec un accès physique requis quand même. Alors c'est une news que j'avais vue mais que j'ai complètement oublié de la mettre, c'était hier. C'est les autorités françaises qui ont interpellé mercredi un individu de 22 ans dans le cadre d'une compromission du système d'information du ministère de l'Intérieur. L'intrusion a permis l'accès à plusieurs comptes de messagerie et à des dizaines de documents à caractère confidentiel. Alors l'attaque a été revendiquée sur Bridge Forum par un acteur qui a publié des éléments de preuve de la compromission et le ministère de l'Intérieur a confirmé un incident de sécurité qualifié de grave dont la portée fut l'objet d'une vérification approfondie par les enquêteurs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a précisé que le fichier compromis concernait des casiers judiciaires et des personnes recherchées. L'analyse technique révèle une persistance de plusieurs jours au sein du réseau ministériel. Aucune demande de rançon n'a été émise par les attaquants. Le suspect, né en 2003, était déjà connu des services par des faits similaires ayant donné lieu à une condamnation antérieure en 2024. Le parquet de Paris a ouvert une procédure pour atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel géré par l'État dans le cadre d'un groupe organisé. Les charges retenues exposent à une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. La garde à vue peut s'étendre jusqu'à 48 heures et les autorités traitent l'incident avec une vigilance maximale compte tenu de la sensibilité des systèmes ciblés. WatchGuard a publié l'advisory WGSA 2025-27 qui concerne la CVE 2025-14733, une vulnérabilité critique de type Out of Bounds, write affectant le processus IKET de FireWire OS. Le score CVSS, au niveau CVSS 4, atteint les 9.3. WatchGuard confirme une exploitation active par des acteurs malveillants en conditions réelles, et la CISA l'a aussi confirmé ce soir. Et la faille permet, alors c'est ce soir, heure française, mais pour eux c'est le matin aux États-Unis, et la faille permet à un attaquant distant non authentifié d'exécuter du code arbitraire sur les appliances Firebox. Le vecteur d'attaque cible les configurations IKEv2 pour VPN utilisateur mobile et le VPN Site Acid avec une passerelle dynamique. Les versions affectées incluent le firmware OS 11.10.2 à la 11.12.4 Update 1 et la version 12.0 à la 12.11.5 et les versions 2025.1 à la 2025.1.3. WatchGuard fournit 4 adresses IP associées à l'activité des acteurs de la menace. Alors je vais vous les donner parce que c'est quand même des IOC qui sont faciles à avoir. C'est la 45.95.19.50, la 51.15.17.89, la 172.93.107.67 et la 199.247.7.82. Les connexions sortantes vers ces IP constituent un indicateur fort de compromission. Les indicateurs d'attaque incluent des entrées de log spécifiques, notamment des chaînes de certificats invalides supérieures à 8 éléments et des payloads certes anormalement volumineux, dépassant les 2000 octets dans les caractères IKE_AUTH. Les comportements observés lors d'une exploitation incluent le blocage du processus IKED, interrompant les négociations VPN, et son crash potentiel générant des rapports de défaillance.
Les versions corrigées sont disponibles et pour tous les déploiements ainsi que FIPS. Les administrateurs ayant confirmé une activité malveillante doivent procéder à la rotation de tous les secrets stockés localement selon les recommandations de WatchGuard. Et je tiens à préciser, je tiens à remercier Bernard, un auditeur de la belle province de Québec qui m'a envoyé cette news. Il faut participer. CDRS Holler Cell révèle une campagne de distribution de Bootloader 3.2 via des sites de logiciels craqués, ciblant des utilisateurs recherchant des versions piratées de Microsoft Word. La chaîne d'infection débute par une redirection vers Mediafire hébergeant une archive zip contenant un interpréteur Python légitime renommé setup.exe et un document Word avec le mot de passe d'une seconde archive chiffrée. L'exécutable Python lance MSHTA pour récupérer Bootloader depuis un serveur distant. Mais là où c'est très fort, c'est la persistance. Elle va s'établir via une tâche planifiée Google Task System 136.0 7023.12 qui va s'exécuter toutes les 30 minutes pendant 10 ans. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans. Au début, quand j'ai lu le truc, j'ai dit non, c'est pas possible. Si, mais le PC, vous l'avez déjà brûlé 10 fois, quoi. Le malware va détecter la présence de Crosstrack Falcon via le WMI et adapte sa commande de persistance en conséquence. Bootloader 3.2 intègre 9 capacités incluant le téléchargement et des exécutions d'exécutables. Ça va être des archives zip, des DLL via le run DLL 32.exe, des packages MSI, l'exfiltration d'informations système, la propagation par médias amovibles USB via des raccourcis LNK malveillants et l'exécution de payload PowerShell en mémoire. La payload finale observée est un ACR stealer et Checkpoint documente GashiLoader, un loader JavaScript fortement offusqué développé en Node.js et distribué via YouTube Ghost Network. La campagne utilise 100 vidéos sur 39 comptes YouTube compromis, totalisant 220 000 vues depuis décembre 2024, et GashiLoader déploie KitKadi, qui implémente une technique d'injection PE via Vectored Exception Handling, pour remplacer à la volée une DLL légitime par une payload malveillante. Radamantis Stealer a été observé comme une payload finale, et GashiLoader vérifie les privilèges élevés via les net sessions et tente de déclencher l'UAC en terminant le sec elf UI.exe et va configurer des exclusions dans Defender, sur c2._user et c2._program data et c2._windows. C'est sympa, c'est à lire, on est dans de la vulgarisation. C'est pas super pointu, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont adapté les deux malwares et ça marche du feu de Dieu, quoi. Puis cette exfiltration et cette persistance d'informations pendant 10 ans, ouais, c'est top. C'est-à-dire que le tweet, il faudrait voir si, quand vous allez réinstaller vos sauvegardes, si vous avez détecté ou pas la menace. Moi, j'adore ce genre d'article. Alors, la CNIL a prononcé le 11 décembre 2025 une sanction d'1 million d'euros à l'encontre de Mobius Solutions Limited. C'est un ancien sous-traitant de Deezer, la plateforme musicale, et il est responsable d'une violation de données notifiée en novembre 2022. L'incident a exposé les informations de 46 millions d'utilisateurs sur le Darknet et la formation restreinte de la CNIL établit plusieurs manquements au RGPD. Alors le premier grief c'est la conservation illégale de données personnelles après la rupture contractuelle avec Deezer. Mobius Solutions détenait une copie complète des informations des 46 millions d'utilisateurs alors que l'obligation de suppression s'imposait. La société invoque une copie effectuée par 3 salariés sans information de la direction, argument rejeté par la commission qui engage pleinement sa responsabilité. Les données étaient stockées sur un environnement de test non sécurisé aux côtés d'autres fichiers clients. Le deuxième manquement, c'est l'utilisation non autorisée de données à des fins internes pour améliorer les services publicitaires propriétaires de Mobius Solutions, en dehors de toute instruction contractuelle de Deezer et sans clause contractuelle autorisant cette finalité. C'est lunaire quand même. Ils ont constaté qu'ils avaient pompé. Ils ont utilisé à l'insu de Deezer les données pour pouvoir faire du bise et du fric, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. C'est fou. Moi, je dis que l'être humain est assez extraordinaire. Et le troisième, parce que c'est pas fini, hein, c'est plus l'effet qui se coule. Là, on a un troisième manquement, c'est l'absence de registre d'activité de traitement pourtant obligatoire pour tout sous-traitant selon le RGPD. La CNIL établit sa compétence malgré l'implémentation hors de l'Union européenne de Mobius Solutions en qualifiant les traitements effectués d'analyse, segmentation et hébergement des données d'utilisateurs français de suivi du comportement au sens du RGPD.
Cette décision confirme l'application extraterritoriale du règlement européen aux entreprises traitant des données de citoyens européens. Alors sur le fond, c'est génial. Et enfin une amende, il a fallu 3 ans, mais on est arrivé au bout du truc. J'aurais bien savoir comment ils vont aller récupérer le pognon chez les Anglais. Des chercheurs de Riot Games révèlent une vulnérabilité affectant l'implémentation UEFI de cartes mères Asus, Gigabit, MSI et ASRock. Et Nick Peterson et Mohamed Al-Sharifi ont identifié un défaut permettant des attaques DMA pré-boot contournant les protections mémoire en phase d'initialisation. Le problème reçoit 4 identifiants CVE distincts en raison des variations d'implémentation entre fabricants. Il y a la CVE 2025 11901, la CVE 2025 14302, 14303 et 14304. La faille exploite une défaillance d'initialisation de l'IO-MMU pendant la séquence de démarrage UEFI. Le firmware indique que les protections DMA sont actives alors que l'IO-MMU ne s'est pas correctement configuré, laissant la RAM accessible sans restriction. C'est un niveau, c'est juste, quand on lit ça, j'ai du mal à voir comment les gars ils ont pu aller chercher ce truc-là, quoi. C'est super bon, quoi. Et le dispositif PCI malveillant connecté physiquement peut lire ou modifier la mémoire système avant le chargement de l'OS, sans déclenchement d'alerte ou de demande d'autorisation. Carnegie Mellon, le CERT-CC, confirme l'impact étendu et coordonne la réponse avec le CERT Taïwan. Les fabricants publient des bulletins de sécurité listant les modèles spécifiques affectés et des mises à jour firmware de mitigation. Et Riot Games utilise cette vulnérabilité comme vecteur de détection via Vanguard. Leur système anti-triche fonctionne au niveau kernel et Vanguard bloque le lancement de Valorant sur les systèmes vulnérables. Il va afficher un message Van Restriction indiquant l'impossibilité de garantir l'intégrité du système. Le vecteur d'exploitation requiert un accès physique à la pétoire, au PC, au serveur, ce que vous voulez, pour connecter un dispositif DMA malveillant avant le démarrage de l'OS, période durant laquelle aucune protection logicielle n'est active. C'est juste le super bon niveau de la compromission du système. Quand on parle de sécurité offensive ou d'attaque offensive, on pense toujours que le gars il va être connecté chez lui, dans sa chambre, dans un pays ami. Mais s'il a accès à des locaux, et c'est la majorité des cas dans les petites entreprises, TPE, PME, ils n'ont pas les moyens d'avoir des gardiens 24/7 sur leur site, etc. Ce qui est assez extraordinaire, ils allument le PC et ils vont passer toutes les sécurités juste à partir du boot. Non, c'est bon, quoi. Et voilà, cet épisode se termine. Il faut que j'arrête de m'enflammer sur ce genre de truc. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On est vendredi soir, on va profiter du week-end, on va s'éclater comme des bêtes. On est à une semaine de Noël, j'espère que vous avez préparé tous vos cadeaux. J'ai rien fait moi, alors c'est super simple, je suis à la bourre comme d'habitude, à la bourre. Alors on peut pas faire podcast et faire les cadeaux. D'ici là, on ne réfléchit pas, on reste mobilisé et on patch. On se retrouve demain pour la newsletter, un nouvel épisode. Et je prépare un épisode vidéo à la demande de Nico. Donc j'ai mon ami Nicolas Ruff qui m'a dit « Marc, il faut à tout prix que tu fasses une vidéo pour nous dire où c'est que t'en es sur la partie vidéo. » Je suis presque prêt. Mais je vais vous faire quand même une vidéo pour Noël. C'est promis. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Profitez du week-end, profitez de la soirée. Éclatez-vous le bide avec de la raclette, mangez du foie gras. Faites-vous plaisir. Ça devient n'importe quoi ce podcast.